Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire d'une série intitulée Covoiturage et territoire par mon service. Donc, comme son nom évocateur l'indique, nous allons parler aujourd'hui du sujet des services de covoiturage. Je suis donc Thomas Vino, chargé de projet au sein du SMT-AML et je vais co-animer ce webinaire avec Céline Vert de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement, avec qui nous co-organisons cette série et qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez eux aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour. Donc, cette série de webinaires, elle s'inscrit un peu dans la poursuite de ceux organisés en 2022 par le SMT, les jeudis du SMT, sur l'intermodalité en gare. Donc, c'est une série de webinaires que vous pouvez retrouver sur YouTube si vous n'avez pas eu la chance d'y assister. Mais cette année, il y a quelques petites différences, notamment sur le format, à savoir qu'on a la chance d'accueillir nos intervenants directement sur le plateau avec nous. Nous avons Maude Damondési du PETR Jeune-Loire. Bonjour Maude. Bonjour Thomas, bonjour Céline. Ainsi que Léa Bazin de Grand-Bourg Agglomération. Bonjour à vous. Donc, pour commencer, sans plus attendre, je vous propose de lancer une vidéo introductive de la part de Catherine Staron, présidente de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement et également élue au sein du SMT, pour nous expliquer un peu le contexte et la raison d'être de ces webinaires. Bonjour à toutes et à tous. Même si je n'ai pas pu être à vos côtés aujourd'hui, j'ai tenu à répondre positivement à la proposition de Rachel d'introduire ce webinaire à la fois en tant que membre du SMT-AML et présidente d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Ce webinaire est en effet le résultat d'une première collaboration entre les deux structures et je souhaite longue vie à cette coopération. Ce webinaire est dédié au covoiturage, un sujet d'actualité pour de nombreuses raisons. Des enjeux énergétiques et environnementaux qui appellent la réduction de l'autosolisme, d'une part pour limiter les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, dans un contexte d'urgence climatique et de santé publique, et d'autre part de réduire notre dépendance énergétique. Un contexte économique et social qui réduit les moyens de se déplacer d'un nombre croissant de nos concitoyens. La question des mobilités est donc devenue une priorité pour les élus, avec une palette de solutions à proposer. Le covoiturage s'inscrit donc dans une dynamique de développement qui vient d'être confortée par l'État avec le plan national covoiturage initié par le gouvernement. Lancé en 2023, ce plan national de covoiturage, doté de 150 millions d'euros, se fixe pour objectif d'atteindre les 3 millions de trajets en covoiturage à l'horizon 2027. En région, nous avons la chance de pouvoir mobiliser des expertises pour accompagner les collectivités sur ce sujet. La série de webinaires qui commence aujourd'hui est rendue possible par l'association de deux acteurs publics complémentaires qui ont développé une expertise sur le covoiturage. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement, acteur régional historique de la transition énergétique et climatique des territoires, développe depuis quelques années une expertise sur les mobilités grâce à plusieurs projets européens et nationaux. Je mentionnerai notamment le projet européen COGO, initié en 2018, qui a permis de faire un état des lieux des services covoiturage, d'identifier les bonnes pratiques et de favoriser leur connaissance et leur diffusion. Le SMT a lancé le 27 janvier dernier un plan d'action covoiturage 2023-2024 qui complète les actions d'aménagement de covoiturage par le sujet des services comme facteur d'accélération de la pratique. Les politiques covoiturage doivent être construites de manière complémentaire et intégrées aux autres actions de mobilité. Aussi, pour se développer, les services de mise en relation des covoitureurs, anticipés ou dynamiques, en ligne ou autostop organisé, doivent être organisés par les AOM, en lien ou partenariat avec les acteurs privés ou associatifs. En conclusion, les 3 webinaires Covoiturage et territoire, fruits de cette collaboration, vous permettront de découvrir successivement 3 types de services. L'autostop organisé, les lignes de covoiturage à haut niveau de service et enfin, les plateformes de mise en relation avec ou sans incitation financière. L'objectif est d'apporter une réponse aux acteurs des territoires qui souhaitent mieux connaître les solutions existantes de covoiturage, les critères de réussite, les retours d'expérience d'autres territoires précurseurs et les pertinences par rapport au public cible. Ces webinaires sont une aide à la décision aux collectivités sur les solutions les plus adaptées à leur territoire, à l'heure où les sollicitations d'acteurs privés sur le sujet se multiplient. Ils s'intègrent à la boîte à outils destinée aux AOM proposée par le SMT-AML et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement qui permet de trouver et mettre en place
les offres de mobilité les plus adéquates selon leur situation territoriale. Alors, excellent moment à vous, avec tous mes remerciements aux 2 équipes mobilisées à cette occasion. Eh bien, parfait. Merci. On remercie encore Catherine Staron pour cette introduction complète et pour avoir donné ce contexte général concernant le covoiturage et la raison d'être de cette série de webinaires. Alors peut-être avant de commencer, je vais vous présenter un peu le déroulé de ces webinaires, comment ça va se passer aujourd'hui. Pour rappel, la thématique que nous allons aborder, ce sont les services de mise en relation dynamique simple, ou autrement dit plus facilement, les services d'autostop organisés. Donc on va commencer par faire une petite introduction au thème pour se mettre un peu tous au niveau là-dessus avec Céline. Et puis on prendra un long moment donc d'échange avec nos 2 intervenants pour parler de leur propre expérience sur leur territoire ensuite. Et on gardera un peu de temps pour poser vos propres questions en fin de ce webinaire. Alors n'hésitez pas à les poser tout du long dans le chat ou sur la partie questions-réponses de Teams. Nous, on puisse les poser en fin. Et puis, nous tâcherons de conclure pour 14 heures pile. Et donc, nous tiendrons ce timing d'1 heure pile poil pour ce premier webinaire. Alors, peut-être pour commencer, du coup, est-ce que Céline, tu peux nous redonner un peu le contexte général du covoiturage et où on en est en 2023? Alors effectivement, Catherine Staron l'évoquait en introduction, transformer les habitudes de mobilité est aujourd'hui une priorité, surtout sur les déplacements quotidiens. Et le covoiturage est une des alternatives pertinentes. Alors le covoiturage est un service de mobilité qui s'est développé aujourd'hui de façon plutôt structurante et crédible sur les trajets longue distance. Mais sur le courte distance, on a encore une grosse marge de progression. Donc un challenge devant nous qui sera certainement boosté aussi dans le cadre de ce plan national covoiturage qu'évoquait également Catherine Staron, on l'espère. Alors différents types de services de covoiturage courte distance existent. Nous, on vous propose effectivement une typologie qui fera l'objet de 3 webinaires. Le premier format, c'est ce qu'on appelle des services d'autostop organisés. Donc, c'est l'objet de ce premier webinaire et c'est ce que nous présenterons nos 2 témoins. On a ensuite des services de type ligne à haut niveau de service ou ligne de covoiturage organisée. Et enfin, des plateformes de mise en relation anticipée avec ou sans contrepartie. Donc, il y a effectivement autour de toute cette dynamique aussi un marché qui foisonne avec une multitude d'acteurs qui apparaissent. On vous présente là justement 3 acteurs qui interviennent en particulier sur ces services d'autostop organisés, mais pas que. On est aujourd'hui dans une phase plutôt de structuration du service. On a un recentrage autour de quelques acteurs clés. Donc, ce qui donne aussi le signal d'un marché qui se structure et qui identifie des modèles aussi soutenables. Mais on est voilà, effectivement encore sur une belle marge de progression. Alors l'autostop organisé, justement, je crois que Thomas, tu veux nous partager une définition que tu trouves celle de la Fabrique de mobilité. Alors oui, effectivement, pour l'écosystème, donc les 3 acteurs, c'est La Rouverte, Réseau Pouce et Ecof qui travaillent un peu dessus. Et peut-être pour compléter, ce qu'on peut dire, c'est que l'autostop organisé, c'est aussi parfois et souvent organisé en interne. C'est aussi quelque chose qui est possible plus facilement d'ailleurs que les autres services. Donc ce qu'on considère comme aujourd'hui des réseaux d'autostop organisés, c'est des réseaux qui ont pour but de sécuriser et d'amplifier les pratiques d'autostop libre afin d'en faire un mode de transport attractif et économique, en particulier en zone périurbaine et rurale. Donc là-dessus, sur l'autostop organisé, comment ça fonctionne un peu et quelles sont un peu les grandes lignes finalement de ce type de service? Alors effectivement, c'est généralement plutôt préconisé sur des territoires périurbains et ruraux, notamment parce qu'ils s'appuient souvent sur des pratiques d'autostop préexistantes ou en tout cas des pratiques informelles de covoiturage. Donc l'objectif numéro 1, la motivation numéro 1 souvent, c'est la sécurisation de ces pratiques informelles. Mais c'est aussi mettre en visibilité le covoiturage, le rendre visible, présenter sur le territoire le fait que c'est une offre de service, une pratique de mobilité crédible. Mais c'est aussi un moyen d'apporter un service de mobilité lorsque, notamment, la mise en place de services de transport en commun n'est pas envisageable pour différentes raisons. C'est
plutôt des pratiques pertinentes sur les très courtes distances, donc des trajets inférieurs à 15 km. C'est pas forcément sur les trajets domicile-travail que ça va être le plus pratiqué, et encore, c'est pas non plus verrouillé. Sur le fonctionnement, effectivement, comme l'expliquait Thomas, on est sur des dispositifs qui sont plutôt simples, donc généralement internalisés au sein des collectivités ou en partenariat avec des associations. Ça n'engage pas forcément de flux financier entre covoitureurs. On n'a pas l'obligation d'imposer de tarification, de grille tarifaire ou de mesures de compensation. C'est libre. On peut, généralement, c'est le cas justement sur cet enjeu de mise en visibilité, matérialiser des points d'arrêt avec du mobilier urbain qui peut s'appuyer sur des aménagements existants ou pas. On est sur des budgets de mise en œuvre qui sont relativement légers aussi et qui se concentrent principalement sur l'enjeu communication et accompagnement à l'usage. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont intéressants à avoir en tête. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que sur ces services-là, tout est adaptable, modulable au territoire, et c'est un peu ce que vont nous expliquer justement nos deux témoins qui ont développé deux services d'autostop organisés relativement différents, adaptés à leur territoire et aux zones sur lesquelles c'est expérimenté. Donc on va maintenant découvrir ces retours d'expérience. Totalement. Et un peu pour résumer, en fait, l'autostop organisé, moi j'aime bien l'image, en fait, c'est vraiment essayer de rendre l'autostop qui existait déjà avant plus attractif et plus sécurisant pour les usagers. Donc à la fois pour ceux qui sont au bord de la route, avoir un espace bien défini sur lequel attendre, pour leur destination. Et j'ai éteint mon micro et là le son revient. Mais aussi pour les conducteurs, en fait, avoir un endroit où s'arrêter en sécurité, pouvoir facilement identifier où se rendent les potentiels passagers. Et donc vraiment, voilà, sécuriser. Donc l'image ici sur cette diapo, essayer un peu de montrer à quoi ça peut ressembler schématiquement. Voilà, mais on va pouvoir aller plus en détail avec nos deux expérimentations. Alors peut-être pour commencer, je peux me tourner vers toi, Maud, et te demander de te présenter un peu plus, ainsi que le rôle dans ta collectivité et comment elle fonctionne en fait. Qu'est-ce que le PETR Jeune-Loire et voilà, qui vous êtes? Alors donc je suis Maud Damondazi, je suis chef de projet mobilité alternative. Je suis en poste au Pays de la Jeune-Loire depuis 2014. À l'origine, je travaillais pas forcément sur ce sujet, j'étais plus sur l'économie. Le sujet est venu à nous en 2019 parce que voilà, on a eu l'opportunité de travailler dessus et les élus ont souhaité s'en emparer. Que c'est un sujet qui devient un sujet important sur les territoires. On l'aborde vraiment sous l'angle des mobilités alternatives. Donc c'est important de le préciser. Au niveau du pays, on structure 5 communautés de communes et donc on travaille, nous, en tant que pays, pour le compte de ces communautés de communes. Et elles nous ont missionnés pour travailler sur ce sujet-là parce que on a le périmètre d'un bassin de vie et c'est pertinent de travailler sur le sujet des mobilités à notre échelle. Donc c'est comme ça que le sujet est venu à nous. Voilà. Donc. Ouais. Et du coup, un territoire plutôt rural. On a un territoire donc qui comprend 44 communes et un peu plus près de 88 000 habitants. On est situé entre l'agglomération du Puy-en-Velay et Saint-Étienne Métropole. On a un territoire qui est à la fois périurbain et rural. On le voit un petit peu sur la carte si ça peut aider pour voir où on se situe. Donc on est en Haute-Loire. On est traversé par un axe qui est la RN 88 et qui est un axe très fréquenté. Autour de cet axe se concentre toute l'activité économique et on a une pression foncière autant pour l'habitat finalement que pour l'activité économique. Donc là, on est vraiment sur un territoire périurbain, très influencé aussi par la métropole stéphanoise. Et les territoires qui sont que nous on appelle des territoires de frange et qui sont situés sur les parties nord-ouest et sud-est, on est sur des territoires qui ont vraiment une composante rurale avec un réseau viaire qui est beaucoup plus contraint, qui est marqué par un relief vraiment très très marqué, hein, beaucoup de dénivelé et qui peut avoir aussi on peut avoir quelques difficultés aussi l'hiver avec un climat qui peut parfois être rigoureux. Donc ce qui est intéressant dans le témoignage qui va être amené, c'est qu'on est vraiment sur ce genre de territoire-là qui a ces deux composantes et on voit que c'est adapté à des territoires. Très dépendant de la voiture. Territoire extrêmement dépendant de la voiture. Alors j'ai quelques chiffres. On a en moyenne 1,81 voitures par ménage. Donc ça, c'est des données de l'enquête ménage déplacement qui date de 2021. Et 74% des déplacements sont réalisés en voiture. Alors c'est pas exceptionnel non plus. Il y a d'autres territoires qui ont ces caractéristiques-là, mais ça reste quand même des chiffres qui sont plutôt largement au-dessus de la moyenne nationale.
Super. Merci, merci Maud. On reviendra pour parler un peu du service du coup Mobipousse. Et peut-être du coup présenter Léa. Vous présentez vous votre territoire. Donc, je suis Léa Bazin, chargée de mission mobilité à Grand-Bourg Agglomération. Donc, Grand-Bourg Agglomération, c'est depuis 2017 74 communes pour 135 000 habitants, avec, vous le voyez sur la carte, un territoire qui se compose d'un centre, d'une aire urbaine, voilà, où il y a la ville-centre Bourg-en-Bresse, c'est 42 000 habitants, donc préfecture de l'Ain, et qui se compose ensuite en étoile avec des zones plus périurbaines et rurales autour, où il y a d'autres besoins de mobilité qui émergent. Il faut savoir que sur notre territoire, 80% des emplois et des activités sont concentrés sur l'aire urbaine, d'où le fait qu'on a besoin de rabattre en fait toutes ces personnes qui font des trajets pendulaires vers la zone urbaine. Donc, on a, comme le pays qui vient de s'exprimer sur la loi, des chiffres similaires, c'est-à-dire en 2017, 73% des déplacements qui étaient réalisés en voiture, très peu de covoiturage et pourtant un potentiel qui est assez important. Donc, on a souhaité se lancer nous aussi dans l'expérimentation du covoiturage. Et vous avez déjà une offre de mobilité un peu sur votre territoire? Oui, tout à fait. On a donc en délégation de services publics donc le réseau Ruby, où on a donc du transport en bus urbain, deux lignes de cars périurbains. On est aussi autorité organisatrice de la mobilité, ce que j'ai oublié de préciser, pardon. Donc on a la compétence transport scolaire, une navette de centre-ville, des vélos en libre service. Et puis voilà, le covoiturage. Et on a un deuxième service en régie qui est une vélostation en gare de Bourg-en-Bresse. Bien complet. Eh ben, on va peut-être pouvoir rentrer dans le vif et parler du coup des services en question sur lesquels on va pouvoir échanger pendant tout le temps de ces webinaires. Et donc peut-être parler justement de cette ligne Ruby Covoit Ligne que vous avez mis en place donc assez récemment, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Donc on a choisi. On avait déjà historiquement une application de covoiturage intégrée au service Ruby. Donc je reviendrai dessus un peu plus tard sur comment le montage est réalisé via notre délégataire. Mais il a été demandé donc à notre délégataire de travailler plus fortement sur le covoiturage. Et ce qui a été choisi et proposé, c'est donc un principe de ligne de covoiturage. Donc c'est un dispositif assez simple, gratuit, sans application, sans passage par le numérique et qui est visible. Donc vous voyez sur la photo, donc le passager se présente à un arrêt, appuie sur un bouton poussoir, la destination s'affiche, un passager pour Bourg-en-Bresse en l'occurrence. Donc là le passager va attendre qu'un conducteur ou une conductrice s'arrête pour la prise en charge. Donc le service a été mis en place en octobre 2022. Donc on a aujourd'hui un peu plus de 6 mois de recul. Donc c'est pas assez pour avoir la maturité d'un service, que ce soit pour le covoiturage ou pour les bus, c'est la même chose. Il faut un peu plus de temps, mais on a déjà des premiers retours et on a construit le service de façon expérimentale, donc avec une partie de test. Où on voulait se laisser la possibilité, et c'était le souhait des élus, d'expérimenter comment les lignes de covoiturage peuvent être développées sur le territoire. Donc le dispositif technique, c'est ECOV, la société ECOV qui le propose, avec 2 lignes de covoiturage. Donc il y a 4 arrêts par ligne, donc avec 2 typologies bien différentes de lignes, mais je reviendrai dessus un peu. Dans les deux sens, du coup. C'est des lignes qui fonctionnent dans les deux sens. Alors, la particularité des lignes de covoiturage, c'est que on a visible, et c'est le cas sur la photo que vous voyez, que des arrêts de prise en charge, puisque la dépose se fait en fait organisée entre le passager et le conducteur pour savoir est-ce que c'est plus intéressant qu'on me dépose à la gare, au champ de foire, dans tel centre-village, ou alors les passagers et conducteurs peuvent aller au même endroit sans l'avoir identifié au préalable. Et donc, ils peuvent s'arrêter en arrêt et aller soit vers le centre, soit retourner vers le village dans les deux cas. Exactement. Voilà, ça marche dans les deux sens, sachant que les trajets se font aujourd'hui plus de la partie rurale périurbaine vers la zone
la zone urbaine. Super. Et du coup, on précise, hein, c'est un service finalement plutôt d'autostop organisé puisqu'il n'y a aucun applicatif associé. Donc c'est vraiment, ça reste très simple. On va au bord de la route, on appuie sur un bouton et on attend son conducteur. C'est ça, exactement. Et donc, à la différence de ce que vous avez sur MobiPouce, peut-être en parler un petit peu, le fonctionnement de MobiPouce voilà. Alors le fonctionnement, il est vraiment calé sur les dispositifs qui existent déjà, desquels on s'est largement inspiré. Donc on a implanté 100, alors c'est écrit 150, mais on est plus près des 160 arrêts sur les 44 communes de notre territoire. Chaque commune a au moins un arrêt. Peu importe la taille finalement, mais on a dit on considère que chacune des communes peut potentiellement avoir des utilisateurs, même si elle est très rurale et reculée. C'était vraiment l'idée. Donc ça a été mis en service en 2019. On a du recul maintenant sur 3 ans. On en est à 600 utilisateurs, donc quasiment 600 qui correspondent au nombre de kits qui ont été distribués. Sur le fonctionnement, donc c'est très simple. Il suffit de s'inscrire soit en mairie, soit en ligne, donc sur notre site internet qui s'appelle sedéplacerenjeuneloire.fr, soit lors d'un événement parce qu'on anime beaucoup. Alors un petit peu moins maintenant, mais ça a été beaucoup le cas pendant 3 ans. Et on tient des stands, soit sur des événements du territoire où on peut avoir une affluence sans que ce soit vraiment ciblé, soit auprès de partenaires comme Pôle emploi, les missions locales, etc. Et on prend aussi des inscriptions sur stand. Donc voilà, une fois qu'on s'inscrit, on se voit remettre gratuitement un kit du covoitureur. Donc on voit sur la photo, sur la diapo, bien équipé. voilà les éléments du kit. Donc une petite affichette, alors qui est en format effaçable avec un Velleda pour saisir sa destination et qui est réutilisable. Ça c'est notre petite innovation. Un macaron à mettre sur le pare-brise pour le conducteur, un guide du covoitureur, voilà pour expliquer les bonnes pratiques, comment se comporter, etc. Un brassard réfléchissant parce que l'hiver dure longtemps et il peut vite faire sombre, donc voilà, ça c'était vraiment le côté sécurité routière. Et puis une carte de membre, alors qui est pas représentée ici, mais qui permet à chaque adhérent en fait de se présenter à la personne, soit qui monte dans son véhicule, soit la personne qui est prise pour faire un trajet. Ensuite sur le fonctionnement, donc on conseille de s'arrêter, de se mettre au niveau d'un des arrêts parce que comme c'était évoqué précédemment, ils sont mis à des endroits qui sont visibles, sécurisés et sur des axes de passage fréquentés. Après, on n'a pas de pouvoir de coercition et si quelqu'un veut faire du stop à un endroit qui lui semble plus adapté, il peut parfaitement le faire. L'idée, c'est vraiment de redonner confiance et de favoriser de façon générale le covoiturage. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de contraignant. On est juste là pour apporter des éléments clés pour faciliter le covoiturage. On va peut-être remontrer rapidement la carte du territoire où en fait ce sont l'ensemble des arrêts qu'on a dessus. Donc on voit qu'il y a quand même un maillage fort. Oui. Et vous privilégiez du coup des arrêts au niveau je suppose des centres-bourgs ou des... Alors, on le fait vraiment sur les directions de sortie, donc pas très loin du centre. Le but, c'est pas de faire 1 kilomètre pour trouver un arrêt, mais on est vraiment plutôt sur la route à destination, en direction d'une autre commune. Donc, on a pris aussi, on a un certain nombre d'arrêts qui sont au niveau des abribus. Que voilà, on sait qu'ils sont bien placés, on peut s'abriter, etc. Mais l'idée, c'est d'être vraiment vers une sortie où il y a du potentiel, où il y a du passage, du flux. Et à la différence donc de ce que fait Grand Bourg Aglo, ici quand on se rend en arrêt, on peut aller à n'importe quelle destination. Il suffit de la marquer sur son petit panneau et donc d'attendre un conducteur qui pourrait nous emmener à cette destination. C'est ça, on peut se rendre absolument où on veut. On peut même sortir du territoire aussi si on le souhaite. Le fait d'être membre de MobiPouce, vous êtes facilement à trouver un conducteur, même si ce conducteur est lui-même pas forcément inscrit et pas adhérent, mais ça facilite quand même. Et on se dit, bon, la personne est dans la démarche, elle s'est identifiée, donc il y a moins de risques. Mais oui, après, voilà, le fonctionnement est libre, c'est-à-dire qu'au début, on n'a pas voulu mettre en place d'application en se disant, on ne veut pas que ce soit un frein pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser de la technologie. On voulait vraiment que ce soit très simple. Aujourd'hui, on a créé une communauté MobiPouce sur l'application régionale Move ici, justement pour, à contrario, pour les personnes qui sont plus connectées, leur apporter plus de garantie d'avoir quelqu'un qui peut les amener à destination. C'est clair. C'est clair pour moi. Et peut-être qu'on va pouvoir passer un peu. Donc nous, on a préparé plein de questions avec Céline pour un peu mieux comprendre l'origine des projets, comment ça se fait, comment vous l'exploitez, combien ça coûte. Peut-être du coup, Céline, je te laisse poser les premières questions. Peut-être une première question, revenir sur la genèse de vos projets et votre lien au covoiturage sur vos territoires respectifs, peut-être du côté du Pays Jeune-Loire. Vous y êtes allé avec une entrée vraiment au covoiturage en ayant peut-être déjà expérimenté des services ou en tout cas en ayant ce souhait de travailler sur ce sujet ou peut-être dans une approche plutôt globale, comment offrir un service de mobilité sur l'ensemble de nos communes. Voilà, comment ça s'est passé au démarrage?
Alors, le sujet de la mobilité a toujours été un peu en filigrane au niveau du pays parce qu'on porte un SCOT, donc un schéma de cohérence territoriale, et ce sujet était traité à travers notre SCOT. En 2011-2012, on a réalisé une étude covoiturage qui nous a permis d'aménager 9 aires de covoiturage sur des endroits où il y avait déjà une pratique informelle. Donc, ça nous a permis de la structurer. On est revenu sur le sujet en 2019 parce qu'on a eu la chance d'avoir un prestataire qui nous a proposé une formation sur les mobilités alternatives. Donc les élus ont été particulièrement intéressés par le sujet. Il faut savoir qu'on a une offre de transport alternative à la voiture qui est très faible sur notre secteur. On a quelques gares, mais voilà, elles sont pas forcément très bien situées, même si le cadencement est intéressant. On a très peu d'offres de transport en commun, hors que le transport scolaire, enfin du moins pour faire des trajets domicile-travail. Donc voilà, on a voulu se saisir de ce sujet. On n'a pas souhaité seulement développer l'autostop organisé, on a réalisé un plan d'action avec plusieurs expérimentations, dont donc l'autostop organisé, mais aussi le transport à la demande. Là, il est question d'accompagner les collectivités en ingénierie pour mettre en place du transport à la demande. Pareil pour le vélo aussi, on mène ce travail-là. On aimerait aussi expérimenter des démarches autour du covoiturage domicile-travail. Alors, c'est quelque chose qui a été repoussé parce que le Covid nous a un peu freinés, mais c'est clairement ce qu'on souhaite faire sur l'année 2023 et pour l'année 2024. Et globalement aussi, on a travaillé au fait de pouvoir proposer en ligne un portail des solutions de mobilité alternatives parce qu'il est parfois complexe de trouver l'information pour savoir comment se déplacer, ne serait-ce que trouver les horaires de son bus, les horaires aussi SNCF. C'est quelque chose qui, pour certaines personnes, est très compliqué. Donc, on a travaillé sur ce site qui s'appelle Se déplacer en Genevois. Je le répète, je le replace. Et ça permet d'apporter déjà cette première solution à des personnes qui n'ont pas l'information. Merci. Alors, effectivement, ce qu'on n'a pas précisé et ce qui est important sur votre territoire, c'est que vous n'êtes pas AOM. Non, on n'est pas AOM. Nos collectivités n'ont pas pris la compétence. Donc, nous, au niveau du pays, bien évidemment, on l'a pas non plus. On avait commencé à travailler, donc sans être AOM, mais sans se poser la question. La loi LOM arrivant, donc on s'est questionné. Au final, il n'y a pas eu de volonté politique de prendre la compétence. Néanmoins, on voit qu'on peut quand même œuvrer sur les mobilités alternatives sans avoir la compétence. On a malgré tout conventionné pour pouvoir être dans le cadre de la loi et pour pouvoir continuer à animer Mobipousse et nos autres sujets. Donc, on a conventionné avec nos communautés de communes et la région pour pouvoir se voir déléguer la compétence mobilité, enfin covoiturage dans le cadre du bloc 4 de la LOM. On a la possibilité de travailler sur le sujet. On a moins de financement, mais malgré tout, on peut quand même en bénéficier. Et on peut quand même travailler sur le sujet. Bien, merci. Et Léa, de votre côté, côté Grand-Bourg Aglo, donc vous aviez déjà finalement, ce qu'on disait, et commencé à être dit tout à l'heure, du passé sur le covoiturage, avant d'arriver sur cette expérimentation de. En effet, on a depuis la structuration de notre réseau, donc Ruby, qui avait un autre nom avant, donc la nouvelle délégation de service public de 2019 a apporté une application, donc la numérique de mise en relation de covoiturage appelée Ruby Covoit. Donc c'était le souhait d'expérimenter quelque chose sur le covoiturage pour avoir vraiment un bouquet de mobilité tout confondu, vélo, bus, car, etc. et également le bloc covoiturage. Il se trouve que cette application a été lancée juste avant le Covid, qu'elle n'a pas forcément trouvé son public et on réfléchit à des évolutions. Et donc, il a été demandé à notre délégataire actuel, Keolis, de proposer autre chose sur le covoiturage. Donc, on est parti sur un avenant, tout simplement, à la délégation de service public pour que donc Keolis nous a proposé de travailler avec ECOF pour installer ces lignes de covoiturage, donc gratuites, sans applicatif numérique du tout. Et la volonté des élus, c'était vraiment d'expérimenter quelque chose qui soit visible sur le territoire, donc avec un point d'arrêt, donc un poteau comme vous avez pu le voir dans la présentation, quelque chose de visible, de pas trop énergivore non plus. Donc on a une majorité sur les 8 arrêts, on a 7 arrêts en panneaux solaires, il y en a qu'un qui est en raccordement. Et quelque chose de léger. Donc, s'il y a besoin de déplacer, et c'est le cas, on l'a fait il y a pas très longtemps en arrêt, dans le cadre de l'expérimentation, on a pu le faire. Donc ça, c'était vraiment la base sur laquelle nous, on partait. Et puis, le choix était vraiment fait de proposer quelque chose de très différent sur le territoire. C'est-à-dire 2 lignes de covoiturage avec 4 arrêts à chaque fois, mais 2 lignes très différentes. Une ligne où on a déjà un passage d'un car périurbain,
et une ligne où il n'y avait pas de service autre que le transport à la demande, parce qu'on a le transport à la demande aussi sur les 74 communes, ça fait partie du bouquet de mobilité que je n'ai pas précisé dans le reste des services Ruby. Donc on a eu la chance d'avoir une étude en fait qui a été proposée par le prestataire ECOV pour savoir quel axe pénétrant arrivant à la centralité, à l'aire urbaine à Bourg-en-Bresse équipé. Donc on a eu 2 axes qui sortaient du lot en fonction du flux de passagers, du nombre d'habitants desservis, de comment il était possible de positionner des arrêts. Parce que je le précise tout de suite, comme on est dans le cadre d'une expérimentation, on n'a pas eu de gros travaux, on voulait pas engager une somme colossale pour pouvoir expérimenter ça si jamais le service ne prenait pas. Ça fait un peu le lien avec la suite, un peu la partie exploitation du service. En fait, la manière dont il a été mis en place, donc effectivement, quels aménagements ça a nécessité, quel coût, peut-être quelle durée. Peut-être Léa, tu peux continuer là-dessus. Je continue, allez. Donc aujourd'hui, on a 2 lignes de covoiturage, donc 4 arrêts par ligne qui sont répartis sur 6 communes. Donc il y a uniquement des arrêts de prise en charge de passagers, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'arrêt de dépose. On a eu la possibilité en fait via l'étude qui est fournie par ECOV d'avoir des arrêts préidentifiés ou proposés. Ensuite, on a travaillé en relation avec les communes pour valider ces implantations, mais le but c'était d'utiliser des encoches déjà existantes ou des places de parking qui étaient peu utilisées, les réserver au covoiturage, ou alors mutualiser avec un arrêt de bus existant. Donc c'est le cas sur 2 arrêts qu'on a dans la zone urbaine notamment, parce qu'il est plus difficile d'implanter des arrêts de départ en zone urbaine que finalement en centre-bourg où la localité est plus facilement trouvée. On a aujourd'hui un contrat qui lie notre délégataire en fait dans le cadre de la délégation de service public, donc Keolis, avec l'entreprise ECOV pour 18 mois. Puisque c'est la durée selon le prestataire ECOV de maturité d'une ligne, et on voit bien qu'on a une montée en charge vraiment de l'utilisation avec de plus en plus d'usagers chaque mois. Et je précise aussi, puisqu'on l'a vu sur nos services de vélo en libre service aussi, une saisonnalité très forte sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Donc comme on a lancé notre service en octobre, ça a bien démarré. Ensuite, ça a été un peu plus calme dans la partie très hivernale, liée notamment à la nuit. Et puis là, on voit vraiment que sur les beaux jours, ça reprend. Et sur la durée de mise en place, ça a mis combien de temps un peu entre l'idée du projet et le lancement du service? C'est de l'ordre du 6 mois, 1 an, 3 ans? Alors, on avait une contrainte de timing qui était assez importante puisqu'on est en pleine procédure de renouvellement de délégation de service public. Donc, on voulait vraiment expérimenter et le lancer au plus tôt pour pouvoir avoir un retour déjà actuellement pour les négociations et savoir si on allait éventuellement développer des nouvelles lignes en plus que les deux existantes. Donc on a mis 7 mois au global entre le moment où il y a eu les études, le contrat de signé entre nos prestataires et le lancement, ce qui est un peu, on peut le dire, à marche forcée quand même. Ça nous a demandé beaucoup de travail et il y a eu un lancement qui s'est fait un peu tardivement parce qu'il y a des travaux qui étaient prévus, qui n'ont pas pu se dérouler à cause de la présence d'une conduite de gaz. Enfin, il y a quand même des choses à anticiper où je pense que le calendrier qu'on peut se mettre en tête, c'est plutôt 1 an, c'est plus raisonnable. Voilà. Alors, vous évoquiez le fait qu'on était justement sur des enveloppes budgétaires plutôt raisonnables. Sur la partie infrastructure, justement, sur ces points d'arrêt, est-ce que vous avez une tranche à nous communiquer de coûts? Et est-ce que vous avez bénéficié de subventions aussi sur ce volet-là, sur votre service? Donc tout est intégré nous dans la délégation de service public, donc c'est comme ça que ça fonctionne. L'étude c'était un coût de 20 000 € à peu près. Ensuite le calcul qui a été fait, c'est que chaque poteau d'arrêt ou en tout cas emplacement, c'était à peu près 8 000 €. Et après on a des charges de maintien en fonctionnement de l'équipement solaire, entre autres par le prestataire ECOV. On a eu la chance de bénéficier d'une personne qui a animé le réseau pendant 6 mois.
donc d'un ETP complet pendant 6 mois grâce au certificat d'économie d'énergie. Je pense que sans ce dispositif, on aurait eu du mal à engager cette nouvelle somme, sachant qu'on avait déjà déployé d'autres services qui étaient aussi nouveaux sur le territoire. Et puis après, la collectivité en propre a réalisé les travaux de voirie quand il y avait besoin. Donc on a eu très peu, on a eu un peu de marquage, effaçage, création d'une encoche, mais c'était très peu, c'était à hauteur de à peine 8 000 euros. Voilà. D'accord, donc sur les mâts, c'est également le délégataire qui a apporté l'investissement ou c'est la collectivité? Oui, exactement. D'accord. Oui. Donc ça fait à peu près au global, donc l'investissement plus les frais de fonctionnement annuels, on est sur à peu près 100 000 euros. Et du coup, côté Jeune Loire, pour vous, cette mise en place, sa durée, son coût, comment ça s'est passé? Parce que vous avez fait ça en interne, c'est ça? Oui, on a fait ça en interne. Alors sur la durée, on est à peu près sur la même échelle de temps. Ça s'est fait très rapidement à partir du moment où on a pris la décision. On avait décidé, c'est peut-être bien de le préciser quand même, que de mettre en place directement MobiPouce avant tout notre programme d'action, parce qu'on s'était dit que ce serait très visible. C'est pour ça que voilà, on a voulu le mettre en place vite. Grosso modo, on a décidé fin 2018 de lancer le dispositif et il a été opérationnel à partir de septembre 2019, en sachant que les arrêts ont été implantés pendant l'été 2019 et qu'on a fait beaucoup d'animations donc sur le terrain pour parler de MobiPouce avant qu'on puisse prendre des inscriptions. Donc voilà, ça s'est fait rapidement, sachant qu'on a créé notre propre identité graphique. Donc il y avait voilà tout ça qui était un petit peu qui prend un petit peu plus de temps et qu'on maîtrise moins. En termes de coût, ce qu'on peut dire sur un dispositif comme ça, c'est que c'est peu coûteux. Alors j'y mets des guillemets parce que c'est quand même un coût, mais par rapport à d'autres services de mobilité, on est sur des choses qui sont quand même voilà accessibles, on va dire. Nous, on a pu s'appuyer sur des dispositifs de financement, ce qui nous a aidé à finalement à nous lancer sur le sujet. Sinon, ça aurait été plus compliqué de s'en emparer. On a bénéficié d'aide au niveau de l'ADEME avec France Mobilité. Et aussi, on a un programme leader, donc le financement européen, qui nous ont permis aussi de bien nous accompagner. Surtout, voilà, le plus important, c'est de l'investissement. Hein, le signalétique, c'est quand même un coût. Nous, on a mis beaucoup d'arrêts, donc 160. Et en plus, on a souhaité que la pause soit effectuée par l'entreprise qui a remporté le marché. Donc, on est sur un coût de 46 000 euros sur les arrêts. En sachant qu'on n'a pas fait d'aménagement spécifique, donc on n'a pas de coût autre, c'est vraiment juste la pose du panneau. Sur les kits du covoitureur, on en a commandé 4 000, on en a eu pour 30 000 euros. Donc les subventions ne sont pas déduites de ce coût global. Et ensuite, on a eu des frais de communication à hauteur de 10 000 euros à peu près. Donc ça a été bien accompagné. Ce qui était surtout très important, c'est de pouvoir faire financer de l'animation sur 3 ans. Donc l'ADEME nous a accompagnés sur ce point-là. C'était vraiment le nerf de la guerre parce que on avait la conviction qu'on ne pouvait pas lancer un dispositif comme celui-là sans mettre de l'animation. Et j'ai toujours cette conviction-là. Donc s'il y a déjà un gros conseil à placer, c'est il faut de l'animation. Donc s'il n'y a pas la personne en interne qui est capable de le faire, il faut pouvoir avoir au moins sur la période de démarrage quelqu'un qui est capable d'aller sur le terrain et de répondre aux questions qu'on peut se poser. Et donc là, l'ADEME a pu nous financer à hauteur de 50% sur 3 ans d'animation. Alors avant de revenir plus longuement effectivement sur ce point crucial que vous partagez, je crois, de la communication et de l'accompagnement des usagers, une petite précision sur les dispositifs de financement dont vous avez bénéficié. Donc ADEME plutôt sur des dépenses de fonctionnement. Du côté financement européen, est-ce que vous avez pu être soutenu sur le volet investissement ou ça c'est un budget que vous avez porté en propre? Alors les fonds européens nous ont aidés donc sur l'investissement pour les panneaux à hauteur de 40% des dépenses et sur tout ce qui est communication à hauteur de 80%. L'accompagnement était quand même Donc une important. aide On a peu de dépenses du point de vue numérique parce qu'on a créé un site, mais parce qu'on avait la compétence en interne, donc on en a eu je crois pour 1 500 euros pour créer et plus pour de l'hébergement. Et on avait budgété quelque chose sur le numérique pour créer potentiellement notre propre application, mais on a choisi de pas aller sur ce point-là, voilà, parce que ça reste quelque chose qui demande aussi de l'entretien. Donc on n'a pas souhaité s'engager dans le développement d'une appli. Pour résumer, ça reste quand même des services qui sont assez rapides à mettre en œuvre Oui. et assez économiques quand on les compare aux autres offres de mobilité qu'on peut mettre en place sur un territoire. Donc c'est assez intéressant. Peut-être parler un peu des usagers. Cette fois-ci, savoir un peu quel public, est-ce que vous visiez un public en particulier? Peut-être Maud, là-dessus, vous, comment vous avez fonctionné avec le public et les usagers? Alors, on a bien conscience qu'un dispositif d'autostop, il n'a pas vocation à répondre à tous les besoins de mobilité de tout le monde. C'est vraiment très spécifique.
On peut pas l'utiliser pour des déplacements du quotidien, pour du domicile-travail. C'est pas vraiment l'idée. Par contre, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour les jeunes. On a beaucoup de lycéens qui des fois terminent plus tôt et font du stop. Donc voilà, ça permet de sécuriser, en sachant que nous on prend des inscriptions à partir de 16 ans avec autorisation parentale. Donc c'est bien de le préciser. Et après pour des publics qui sont plus précarisés, ou alors pour des besoins ponctuels. On a une grande facilité, ça aussi, mais c'est quelque chose qui est très commun à tous ces dispositifs-là. C'est très simple de recruter des conducteurs, enfin très simple, c'est facile. C'est beaucoup plus facile de recruter des conducteurs, c'est beaucoup plus complexe d'avoir des autostoppeurs qui s'inscrivent. Nous, en proportion, on a un tiers de conducteurs, un tiers sur les deux profils, parce qu'on peut s'inscrire avec les deux profils, et un tiers d'autostoppeurs. À l'origine, la proportion d'autostoppeurs était moindre, donc on a décidé d'aller au contact des personnes qui pouvaient être la cible, c'est-à-dire on s'est rendu auprès de Pôle emploi, des associations d'insertion, dans les lycées aussi, pour leur parler du dispositif et les inciter à s'inscrire. Ça a permis d'avoir une proportion qui soit plus équilibrée en termes de statut de personnes adhérentes à Mobipousse. Et ça, c'est des personnes que vous avez aussi impliquées en amont de la mise en place du service, ou c'était plutôt aller les sensibiliser une fois que c'était défini pour essayer de les pousser à l'utiliser, ce service? On les a plutôt sensibilisés une fois que le service a été mis en place, mais en étant quand même à l'écoute. Comme je disais, on a lancé le service sans application en se disant bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire et c'est très bien de le lancer comme ça. On a eu beaucoup de retours de personnes qui nous ont dit on aimerait une application, donc on a travaillé avec Movici pour pouvoir avoir notre communauté. Le fait d'avoir créé notre site internet aussi avec toutes les solutions de mobilité, c'était à la demande de nombreuses personnes qui nous appelaient en disant je sais pas comment faire pour aller à tel endroit, je sais pas, voilà. Donc c'est vraiment venu des remontées qu'on avait sur le terrain. Mais c'est vrai qu'à l'origine la population n'a pas été associée et qu'on s'est lancé nous-mêmes en regardant ce qui avait été fait ailleurs, mais sans associer la population. Ouais, ça permet de rendre visible et ensuite de pouvoir lancer l'échange avec les citoyens et voir leurs besoins et leurs attentes. Peut-être côté Grand Bourg, vous au niveau des usagers, c'était une même cible? Au niveau des usagers, on était nous plus dans l'ambition d'avoir une offre de transport qui était vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait faire pour comme dit Ecov assez souvent, de rendre la voiture comme un transport collectif, donc plutôt domicile-travail ou toute activité. Donc aujourd'hui, dans nos usagers, on voit qu'on a autant des étudiants que des retraités, que des actifs. Voilà, il y a des gens qui utilisent la ligne tous les jours, celle qui est surtout entre Césaria et Bourg-en-Bresse, qui s'arrête des fois pas forcément dans la ville-centre, mais juste avant, suivant le lieu de professionnel. Et on voit que les profils sont assez variés de passagers comme de conducteurs. Donc ça, on est plutôt satisfait là-dessus. Après, on fait face exactement à la même difficulté, c'est-à-dire tout le monde est prêt aujourd'hui ou presque à ouvrir sa voiture pour prendre en charge des passagers, moins à être passager. Donc, on travaille là-dessus à recruter des passagers, lever les peurs, faire bien comprendre le dispositif, parce que peut-être que dans l'assistance numérique qui est avec nous, voilà, c'est des fois difficile de faire comprendre qu'est-ce qu'une ligne de covoiturage en fait. C'est pas du covoiturage organisé, mais c'est pas de l'autostop non plus. Donc il faut faire comprendre en fait le fonctionnement du dispositif et faire tester surtout, parce que quand les gens testent en heure de pointe par exemple pour partir on va dire à 8 heures et qu'ils voient qu'ils ont 1 minute de temps d'attente, 2 minutes de temps d'attente, qu'ils arrivent tout de suite à leur destination, qu'ils n'ont pas le stationnement à gérer, qu'on les dépose, voilà, là le test est concluant et du coup c'est des gens qu'on va retrouver régulièrement sur notre ligne. Et justement là-dessus, est-ce que vous avez mené des enquêtes pour mieux comprendre quels étaient les usagers et quelles étaient leurs méthodes d'usage du service? Alors, on a une communauté sur le réseau social Facebook qui fonctionne bien avec 300 membres où de temps en temps, on fait des enquêtes pour savoir qui est conducteur, qui est passager, quels sont les freins, quel retour, combien de temps j'ai attendu à tel arrêt ou peut-être que j'arrive moins à partir de tel arrêt, donc je vais me déplacer à pied à un autre endroit et c'est plus facile de partir. Et comme on est vraiment dans l'expérimentation, on peut se permettre en fait à terme de peut-être déplacer des arrêts ou avoir certaines choses. Donc, on n'a pas forcément la catégorie exacte de sociologie, on va dire, des personnes, mais on a des retours usagers assez intéressants via cette communauté de 300 personnes. Oui. Je crois que l'horloge avance, donc on va passer sur un sujet qui est hyper important et sur lequel, dans la préparation, on a beaucoup parlé, c'est la communication. Tout ce qu'il y a à faire pour que le service fonctionne. Peut-être là-dessus, Maud, nous dire un peu plus vous, comment vous voyez la communication et qu'est-ce que vous voyez d'important là-dessus?
Alors la communication, elle est essentielle, comme je disais, au même titre que l'animation. Pour la communication, il n'y a pas besoin de moyens qui soient énormes. C'est-à-dire que si on s'appuie sur des médias locaux, par exemple, ou des relais locaux, des groupes Facebook aussi qui font déjà du covoiturage, c'est très bien et il n'y a pas besoin d'avoir un encart dans la presse qui soit à des prix exorbitants. Il suffit de trouver les bons relais. Ce qui est important aussi, c'est que la communication soit très fine, c'est-à-dire aller au contact des élus, parce que tous les élus, alors nous c'est vraiment le cas sur un pays, mais ça peut être le cas aussi sur une plus grosse structure. Tous les élus ne nous connaissent pas, tous les élus ne connaissent pas notre démarche. Donc nous, on a fait une tournée des conseils municipaux. C'est un peu, c'est long, c'est chronophage, mais c'est nécessaire parce que ça a permis à des élus qui nous avaient pas forcément identifiés et que nous, on ne connaissait pas non plus en direct, de nous connaître et de pouvoir aussi apporter des choses dans les deux sens, de nous conseiller sur des associations qu'on pouvait aller voir, sur des partenaires. Donc, on a vraiment fait ce travail fin d'aller voir un maximum d'associations sur le territoire, tous les relais qu'on pouvait avoir, qu'ils soient institutionnels ou autres. Et puis, on s'est aussi beaucoup appuyé sur ce que les communes font déjà en termes de communication, c'est-à-dire les bulletins municipaux. C'est simple, mais ça fonctionne. Et aussi toutes les applications comme Iliwap ou Panneau Pocket, il y en a plusieurs, qui sont aussi des très, très bons relais de communication. Donc voilà, sans avoir des moyens qui soient énormes, on peut faire des choses qui sont efficaces. Nous, quand on avait commencé à communiquer sur Mobipousse à l'été 2019, ce qui était intéressant, c'est que quand on se rendait sur des stands et au contact des personnes, au moment du lancement, septembre 2019, la population nous connaissait déjà sans savoir forcément à quoi ça servait, mais le nom était identifié. On nous disait: «Ah, j'en ai déjà entendu parler». Donc on s'est dit: «Bon, il y a vraiment eu cet effet». Déjà une On est allé victoire. voilà, on est allé au plus près de la population Et, par et- ce biais-là. et qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous disait c'est top, Alors, tout le monde nous dit que c'est très bien, mais après, c'est plus dur de convertir, et de convaincre. C'est facile, à la limite, de convertir des conducteurs, comme on le disait, mais c'est plus difficile de convertir des personnes, qui pourraient l'utiliser comme autostoppeur. On nous dit toujours que c'est très bien, mais des fois, passer le pas de s'inscrire, c'est quelque chose de plus compliqué. Mhm. Alors Léa, justement, vous évoquiez la piste de faire tester pour accompagner justement ce passage à l'acte. Comment vous vous y êtes pris Alors nous, on a sur la communication, je vais faire rapide parce que ça rejoint beaucoup ce qui a été fait sur le pays avec des réseaux sociaux, presse, télévision, etc. Encore que le bulletin municipal, ça reste aussi un outil quand même très important. On se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de plus de concret, d'images aussi de à quoi ça ressemble. Donc là, on est en train de monter des vidéos promotionnelles pour le cinéma pour pouvoir diffuser via ce canal-là. Et on a eu la chance d'avoir cette personne qui était pendant 6 mois et la suite va être reprise par le réseau Ruby en termes d'animation pour contacter les gens qui rentrent dans la communauté Facebook et leur dire voilà, on peut vous accompagner sur un trajet, si vous avez des questions, on est disponible. Donc c'est presque de l'interpersonnel. Et on a la chance sur notre territoire d'avoir une association qui s'appelle Autobus qui a poussé depuis très longtemps pour expérimenter ces lignes de covoiturage et qui nous aide aussi au quotidien dans la promotion des lignes et notamment en faisant des rencontres en effet plutôt personnelles avec des nouveaux usagers des lignes de covoiturage. Alors, bientôt passer aux questions du public. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Peut-être juste avant, en 30 secondes, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu une idée de la masse d'usagers que vous avez sur ces services? Alors nous, on a une idée du nombre d'inscrits qui est de 580, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Après, on n'a jamais enquêté. On ne peut pas dire comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien. On sait que le dispositif est connu de la population. Ça, il n'y a pas de problème. Après, on n'a pas de retour et on n'a pas fait d'enquête. Donc voilà. L'idée, c'est quand même qu'on est sur un travail de long terme et que si on veut instaurer des pratiques où la population essaye de se dire quand je dois faire un déplacement, je ne prends pas systématiquement ma voiture. Donc que ce soit avec Mobipousse ou avec autre chose, on sait qu'on est sur un travail de longue haleine et que du coup on s'inscrit dans ce long terme-là. Donc c'est une solution, c'est un élément, c'est très visible et c'était fait pour. On va développer aussi d'autres solutions, d'autres façons aussi de proposer aux personnes des alternatives pour se déplacer sur notre territoire. Mais on sait que immédiatement à court terme, c'est très dur de voir de toute façon les retombées qu'il peut y avoir. C'est une brique parmi plusieurs offres de mobilité C'est ça, finalement sur le c'est territoire. exactement ça.
et chez vous? Alors nous, on a simplement un chiffre quantitatif sur lequel on peut s'appuyer, qui est le nombre d'appuis-boutons réalisés sur les points d'arrêt de covoiturage. Donc là, on en est mensuellement sur les 2 lignes à 280. Voilà. Donc c'est plutôt une montée en charge voilà, normale, voire déjà un peu en avance. C'est le chiffre qu'on aurait dû atteindre en 1 an. Là, on en est à 7 mois, donc on est plutôt content. Sachant qu'ECOV dit que voilà, il y a 80% des appuis qui sont à prendre en compte parce il peut y avoir des appuis intempestifs, notamment sur les arrêts de centre-ville. On voit qu'aujourd'hui, c'est très facile de partir depuis les zones rurales et périurbaines en heure de pointe le matin en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes maximum. C'est un peu plus compliqué de repartir du centre-ville le soir parce qu'il y a un flux plus important de véhicules et du coup, la solidarité fonctionne un peu moins. On se dit, bon, il y a tellement de gens que je ne vais pas prendre en charge cette personne. Ou alors, voilà, c'est moins visible les arrêts de centre-ville. Donc là, on travaille vraiment la visibilité des arrêts de centre-ville pour repartir le soir vers les zones périurbaines. Donc ça va être notre chantier du reste de l'année 2023. Est-ce que votre opérateur a mis en place des garanties retour pour justement casser ce frein? Alors non, justement, on a voulu rentrer dans le dispositif ECOV de manière vraiment sans applicatif et la garantie retour nécessite un applicatif dans tous les cas. Donc on est sur un dispositif ultra léger, mais peut-être que l'expérimentation va nous montrer qu'il la faut et qu'on va se tourner vers ça. Ouais. Alors, on va peut-être prendre des questions du chat. Alors, elles vont s'afficher devant nous. Peut-être Céline. Oui, alors une première question justement, Léa. Est-ce envisageable de travailler sur d'autres lignes, notamment hors aglo, par exemple vers Mâcon? Donc là, on est sur l'enjeu interterritorial. Alors, on a les mêmes questions sur les parties voies vertes. Hein. Je pense on n'a sans doute pas assez de liens. Donc, j'invite la personne qui a posé cette question à nous contacter pour voir comment on peut opérer, puisque aujourd'hui, c'est au sein de notre délégation de service public, donc qui ne peut pas aujourd'hui proposer un service hors de son territoire. Donc, à voir comment on pourrait fonctionner ou coupler plusieurs lignes. Voilà. Et puis surtout que c'est des plus longues distances. Et donc là, finalement, on n'est plus trop sur l'autostop organisé, on serait plus peut-être sur les lignes à haut niveau de service. Et d'ailleurs, qu'on traitera lors d'un prochain webinaire. Donc on pourra en reparler. Peut-être aussi la question donc, de la sécurité. Comment vraiment essayer de répondre et rassurer les publics un peu réticents, justement, parce qu'ils auraient peur de soit en termes de sécurité, soit d'être avec des inconnus, monter dans la voiture d'un inconnu. Alors sur la sécurité, c'était une problématique dont on avait un peu peur, voilà, nous, agglomération, de se dire, on distribue des kits de bienvenue, donc on a le nom de certaines personnes via la communauté, etc. Mais après, le trajet se fait. La collectivité n'est pas responsable hein, juridiquement s'il se passe quelque chose. Voilà, quand la personne monte, si elle se casse le pied ou s'il se passe quelque chose à bord du véhicule. Donc c'est quand même toujours bien à rappeler. Après, libre aux personnes en fait de se sentir en sécurité avec telle personne ou de se dire que ce passager, ce qui arrive beaucoup dans les communes plus petites, je le connais ou je la connais qui est en train d'attendre ou ça fait plusieurs matins que je vois cette personne. Et là, dans les derniers tests qui ont été réalisés par l'association Autobus, on voit que la moitié des conducteurs qui ont pris en charge des passagers en ont déjà pris. Donc, on voit que quand on le fait une fois, 2 fois, après, on prend confiance aussi dans le fait que on a une Geneviève, une conductrice de 72 ans, qui n'hésite pas du tout à prendre des personnes à l'arrêt. L'essayer, c'est l'adopter. Peut-être une question pour soi, Maude, qui est dans le Pays de Loire, à part l'inscription, le kit d'accès, est-ce qu'il y a des personnes finalement qui peuvent utiliser le service sans ce kit? Est-ce qu'il il est nécessaire absolument pour utiliser le service ou pas du tout? Dans les faits, on va dire oui, mais dans l'absolu, nous aussi, la pratique de l'autostop de façon plus générale et du covoiturage redevient quelque chose qui se fait facilement sur le territoire. On est ravis. Et finalement, ça va rejoindre ce que dit Léa et ça rejoint le point sur la sécurité. L'inscription, elle est là pour rassurer. Dans les faits, il ne se passe pas souvent grand-chose d'exceptionnel quand on fait de l'autostop, mais il y a quand même besoin d'être rassuré par rapport à ça. Donc l'inscription sert à rassurer, le kit sert à dire je fais partie d'une communauté et j'ai des éléments sur moi aussi qui permettent de m'identifier, voire d'être plus en sécurité comme le brassard. Si la pratique se développe et qu'on sort du cadre de MobiPouce, c'est très bien aussi et on sera ravis.
La sécurité est nécessaire parce que on nous parle souvent de ce sujet-là en nous disant que c'est un frein important, plus pour le public féminin, sans vouloir faire de clichés, mais c'est la réalité. Au final, si on peut juste ramener de la confiance entre les personnes, qu'on soit avec ou sans MobiPouce, c'est très bien aussi. C'est important d'entendre les freins à l'usage et de travailler une réponse justement pour pouvoir sécuriser aussi ces personnes qui ressentiraient un sentiment d'insécurité ou une appréhension à l'usage. Peut-être une question pour Léa, un éclaircissement sur le budget. Oui. Cette enveloppe des 100 000 euros, voilà, le reste à charge, on va dire en direct pour la collectivité. Alors, du coup, on est sur la question portée sur le coût qui est afféré à la commune desservie. Nous, le coût est de 0 puisque tout est pris en charge par l'intercommunalité. En fait, ça a été ce qui a été souhaité. Vu qu'on est dans une expérimentation aujourd'hui, c'est ça Donc, le c'est dispositif. vous, Bourg-Aglo, qui prenez Oui. en charge, mais il y a une partie quand même qui est prise en charge par les subventions. C'était quoi? Alors, C'est juste la com, c'est ça? Alors, il y a eu de la communication, il y a eu le poste d'animateur, en effet, qui a été pris en charge jusqu'à 80% par les certificats d'économie d'énergie. Et puis après, on a eu un peu d'investissement matériel à 50%. Mais voilà, tout ça est dans le cadre de la délégation de services publics, donc géré directement par notre prestataire. Et inclus finalement dans le budget global de délégation de services publics. Je crois qu'on a répondu aux questions. On va peut-être pouvoir déjà conclure, hein. L'heure est déjà arrivée, 14 heures. Alors, moi, en fait, pour résumer un petit peu ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que les services d'autostop organisés, finalement, ils se matérialisent de différentes manières. Ça peut être sous forme de ligne, ça peut être sous forme de multitude d'arrêts sur tout un territoire. Donc, il n'y a pas une manière de faire l'autostop organisé. Si on devait résumer, c'est plutôt un aménagement en bord de route pour permettre de sécuriser la pratique de l'autostop et de la rendre plus rassurante et plus attirante aussi pour les usagers. Ça permet aussi de rendre visible finalement l'action d'un territoire à travers finalement des choses qui se matérialisent sur le bord de voirie. C'est aussi des services qui sont finalement assez peu coûteux par rapport à d'autres offres et qui sont assez simples à mettre en œuvre, qui ne nécessitent pas en fait d'application et qui donc peuvent être utilisés par tout et n'importe qui sans avoir en fait à avoir une barrière digitale, par exemple, comme ça peut être le cas pour d'autres services sur lesquels d'ailleurs on pourra revenir. Euh, le point important de la réussite de ces services, on en a parlé un peu, mais je pense que c'est important de le redire, c'est l'animation et la communication. C'est vraiment les points qui permettent déjà de les faire connaître, de rassurer les gens, et puis de les attirer à au moins essayer une fois et de comprendre que c'est facile, ça a des avantages, et ça peut rendre un service. Non, on n'attend pas une demi-heure au bord de la route. Comme je disais, ça peut être moins de 5 minutes en heure de pointe. Peut-être dire aussi quand même que ça se destine aujourd'hui peut-être à des publics plutôt jeunes ou des personnes non véhiculées, en tout cas en zone rurale. C'est plutôt pour rejoindre des polarités, donc que ce soit des centres-villes ou des centres d'intermodalité, que là, ça peut potentiellement être utilisé pour du domicile-travail. Là-dessus, il y a quand même peut-être des études encore à suivre, une analyse, mais il ne faut pas hésiter à expérimenter en tout cas ce type de projet, puisqu'ils sont simples à mettre en œuvre pour voilà, essayer de tester ce service qui est finalement complémentaire aux autres offres de mobilité sur un territoire et aux autres offres de covoiturage, d'ailleurs, sur lesquelles on pourra revenir. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'on s'est dit sur cette heure-là? Est-ce que vous avez des choses, un petit mot à rajouter pour conclure? Je pense que tout a été dit, ouais, l'accent sur l'animation, la communication. C'est vraiment ce qui est essentiel et c'est aussi ce qui peut être plus compliqué à faire financer parce que le volet animation, c'est parfois, même en termes de subvention, c'est pas là où c'est le plus simple de faire financer un poste de quelqu'un qui est vraiment sur le terrain. Mais c'est vraiment essentiel, on connaît tous, alors si vous le savez pas encore, mais il y a des expériences un peu plus malheureuses de territoires qui ont lancé des dispositifs sans animation. Eh ben, il se passe strictement rien. On peut planter des panneaux sur le bord d'une route, on peut distribuer des kits. S'il y a personne qui explique et qui propose aussi d'expérimenter, d'essayer, et qui va au contact des personnes qui peuvent être intéressées, bah, malheureusement, il ne se passe rien. Donc c'est vraiment l'élément qui est essentiel. Nous, je dirais que pour Grand Bourg Agglomération, on a la partie animation, ça c'est sûr, mais surtout soigner les arrêts.
qui ont été choisis. Des fois, on veut que ce soit au plus proche pour le piéton, mais au final, il faut que ce soit bien facile aussi de s'arrêter pour le conducteur. Donc, c'est important d'avoir un arrêt de qualité et puis d'avoir aussi de s'appuyer sur les forces vives des zones périurbaines et rurales, en fait, que ce soit les associations ou le comité des fêtes ou autre. Il y a des gens vraiment ressources dans chaque village sur lesquels il faut vraiment s'appuyer. Et là, nous, on a appris de ces 7 mois d'expérimentation qu'il y a besoin d'avoir vraiment de la visibilité parce que quand on est conducteur, on a 30 secondes, même pas, allez, 3 secondes pour décider si on prend en charge cette personne qui est à l'arrêt. Donc, il faut que ce soit facile, visible et sur ça, il faut travailler encore plus. Céline, un dernier mot? J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Ouais. Lancez-vous. En tout cas, je pense que les 4 structures présentes ici sont à votre disposition pour ceux qui auraient éventuellement des questions ou un besoin d'accompagnement sur cette thématique. Voilà. Voilà. Et puis, du coup, je pense qu'on peut se souhaiter une bonne journée. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt donc pour le prochain webinaire qui traitera normalement de la thématique des plateformes de mise en relation anticipée. Donc, on n'a pas encore la date exacte ni les intervenants, mais promis, on vous enverra tout ça au plus vite. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à regarder les différents travaux qu'on a pu faire sur le covoiturage, aussi sur la question des aménagements qui est complémentaire. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir. Et donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Très bonne journée.